Claire Legendre, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. C'était une rencontre, comme je le disais, un peu pas manquée, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de s'asseoir, toi puis moi, puis de parler de toi, de ton écriture, de ton œuvre qui est immense malgré ton jeune âge. Tu comptes combien de livres maintenant? Ça dépend comment tu comptes, mais en gros, c'est 12-13. Oui, c'est ce que j'ai compté aussi, là, dépendamment des éditions qui sont plus ou moins disponibles encore. 12 livres en combien d'années d'écriture? Je te dirais, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 45, donc voilà. Incroyable. Je ne veux même pas le dire. 27 ans d'écriture. Tu as commencé à 17 ans, tu as un parcours vraiment incroyable. En fait, tu as une vie, je pense, incroyable. Je veux qu'on parte de la base, parce que je pense que la petite fille, j'ai beaucoup d'empathie, en tout cas, pour l'autrice jeune que tu étais à cet âge-là. Tu as écrit à 17 ans. Comment c'est arrivé? Tu as écrit une nouvelle ou c'était une nouvelle pour un concours? Raconte-moi. C'est en fait mon premier roman donc, qui s'appelle Making of, qui a été réédité au Québec en 2017. Ouais. C'est comme ça, je pense qu'on s'est rencontrés. Exactement. J'ai travaillé, j'étais ta première attachée de presse québécoise ou pas? Non. Mais en tout cas, on avait travaillé avec là-dessus. Avec Hamac. Puis ça, pour vrai, c'est une super belle rencontre avec cool. Jonathan Vartamerdian, avec Éric Simard, avec toi. Je pense que vous faites un super trio. Puis, tu sais, pour l'anecdote, je pense que si quelqu'un cherche des livres de Claire Legendre, doit absolument aller à la librairie du Corps, les deux succursales. C'est pas mal les seuls qui tiennent toute ton œuvre. Ils sont les gardiens de ton œuvre. Puis donc, c'est eux qui sont venus te chercher, je pense, ou qui t'ont incité à publier ce titre au Québec. Oui, parce que c'était un livre, effectivement, qu'on trouvait plus, puis dont le premier éditeur français avait déposé le bilan, en fait. Donc, voilà. Donc, j'étais rendue propriétaire des droits. Ouais. Et puis, on trouvait ça dommage, comme c'est un polar qu'il n'existe pas du tout ici. Voilà, donc Making of, effectivement, donc j'ai 17 ans, je suis au lycée en cinéma audiovisuel. Je rêve d'être cinéaste, mais j'écris quand même depuis super longtemps parce que j'ai toujours écrit. Hein. Et en fait, c'était un concours de nouvelles policières auquel j'ai participé. À l'école ou non, pas du tout. Dans les journaux? Dans une librairie, une grande librairie. OK, donc comme tout le monde, auquel tout le monde peut participer. Ouais. Donc, jeune fille de 17 ans remplie d'espoir, d'amour, commence à écrire à la main. T'écrivais à la main ou à l'ordinateur déjà? J'avais un ordi depuis mes 13 ans pour écrire et j'avais déjà terminé 2 manuscrits que j'avais commencé à envoyer à des éditeurs sans trop y croire, mais quand même en le faisant très sérieusement et tout ça. Et donc là, j'ai écrit une nouvelle policière. J'étais pas du tout allée encore dans le polar, mais je trouvais ça très stimulant. Puis j'étais un peu amoureuse du cinéma new-yorkais, d'Abel Ferrara à l'époque. Et voilà. Et il se trouve que j'ai gagné le premier prix de ce concours. Et que avec le premier chapitre qui est officiellement dans le livre. Okay. Et pour moi, l'enjeu de ce truc-là, c'était que mon narrateur, c'était un homme de 40 ans et que le concours, il était anonyme et que donc j'avais réussi à leur faire croire que c'était un homme qui écrivait. Et j'étais très fière de moi à 17 ans quand ils ont vu ma gueule et qu'ils se sont dit « Ah, c'est une petite jeune fille de 17 ans qui a écrit ça ». Pour moi, c'était ma première grande victoire. Et les gens de com se sont dit « Mais quel coup de génie !» En tout cas, il y a eu plusieurs éditeurs dans le jury ce soir-là qui m'ont dit « Si tu fais un roman, on est partant ». Et donc, j'ai passé l'été suivant à écrire le roman. Et je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Attends, direct, toi, t'as gagné le prix, qui était quoi, officiellement un chèque ou c'était une publication? C'était des bons d'achat dans la librairie. Il y en avait pour 2000 francs à l'époque. Donc, j'ai pris toutes les œuvres complètes de Georges Bataille à l'époque. Parce que j'étais très dans ce truc-là. Et après, voilà, j'ai passé le mois de juin, juillet, je sais pas, à écrire le roman. Et je l'ai envoyé en août. Et j'ai eu plusieurs propositions
de publication. Ben voyons. Alors, c'est comme le rêve, là. T'es vraiment... Ouais, c'était cool. Ouais, j'avoue, ça, c'était une grande satisfaction. Et tout ça, c'est le hasard, parce que faut le dire, tu viens... Ben, je pense que on en a parlé, tout le monde le sait aussi, tu viens d'un milieu artistique très foisonnant. Ton père est propriétaire d'un petit théâtre à Nice, grand homme de théâtre, assez connu. Ben, mon papa, en fait, il a ouvert son théâtre quand j'avais 5 ans. Puis c'est un petit théâtre pas subventionné qu'il a monté vraiment à la force du poignet et qui était vraiment une entreprise de Don Quichotte là, mais en même temps super courageuse et c'est vraiment quelqu'un d'exigeant avec son art là qui montait des pièces de Fernando Arrabal à Nice. Alors bon, faut voir, hein, la Côte d'Azur, c'est vraiment pas un endroit pour le théâtre d'art et d'essai, en tout cas dans les années 80. Maintenant, je pense que ça l'est un peu plus. Mais donc, voilà. Et puis, son théâtre a bien marché, a fini par devenir une grande école de théâtre où il y avait beaucoup de gens qui venaient prendre des cours. Et puis, bon, il a aussi monté du Molière pour payer le loyer, parce que la première personne qui lui a dit qu'il fallait monter du Molière, c'était moi, parce que j'avais 5 ans, 6 ans, et que j'avais vu qu'il y avait un rôle de petite fille dans Le Malade imaginaire. Donc, comme moi, je jouais de temps en temps sur scène, donc j'avais fait un montage Michaud, j'avais fait un montage Arrabal autour d'un très beau texte qui s'appelle Bal Babylone. Hey, tu me parles, on dirait que tu as 20 ans déjà. Maintenant, tu as 5, 6, 7 ans, 10 ans, 11 ans. Tu es déjà dans cet univers-là. Bah oui, parce que c'était... Enfin, je veux dire, je passais tous les week-ends avec mon papa et tu vois, le premier texte d'Arrabal que je connaissais, c'était quand je devais avoir 4 ans. Il répétait Fando Ellis, qui est un texte super dur en plus. Et je lui donnais la réplique, en fait. Donc, je connaissais le premier tableau par cœur. Oh, wow! Et sans savoir vraiment de quoi. Non, je savais pas lire, tu vois. Mais juste, voilà, le début de la pièce était mais je mourrai et personne ne se souviendra de moi. C'était la première. Eh ben voilà. Donc, mais donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvée dans cet environnement très circassien. Là. C'est mon imaginaire qui m'envoie là, parce que j'imagine une jeune fille qui court dans les coulisses. C'était ça ta vie, là? Tu courais dans les coulisses avec les bois, puis la poudre et tout ça. Tu vois, c'est très cinématographique dans ma tête. Là. Je me sens dans un cinéma. Mais je trouve ça très... Oui, très fondateur, je pense, de ton écriture, cette période-là. Donc, c'était l'anecdote que j'ai mis un peu sur mes médias sociaux. C'est là que j'ai découvert un peu en cherchant qu'Arrabal, donc, avait, à l'époque de ta première publication, écrit la préface de ce livre. Ben, quand on a su que le livre allait être publié, mon père m'a dit, est-ce que tu veux que je l'envoie à Fernando? Et Fernando Arrabal était venu au théâtre à Nice plusieurs fois pour voir les créations de ses pièces. Mon père l'invitait à peu près tous les ans. Et il m'avait vu sur scène à 8 ans, quoi. Il m'avait vu, moi je jouais son rôle. Je jouais Fernando Arrabal. J'avais une barbe, une moustache et un chapeau melon, tu vois, sur la scène. Et voilà. Et donc mon père lui envoyait le manuscrit. Et Fernando... C'était pas un ami, là. C'était genre l'auteur préféré de mon père, je te dis. OK. Et donc, pour Noël, il nous a renvoyé par fax un avant-propos qui s'appelait « J'en ai oublié mes prières » et qui était un peu mon cadeau de Noël. Tout à fait inattendu, finalement. Tout à fait inattendu. C'était Noël 97 et le livre est paru en mars 98. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Et à partir de là, je pense que ça a été très, très vite. Est-ce que, quand on a un préfacier comme Arrabal, est-ce que ça change la réception? Alors, je te dirais oui et non, parce qu'en même temps, Arrabal, c'était déjà un auteur très controversé, qui était classé comme provocateur, puis qui était aimé dans certains milieux intellectuels, mais qui n'était pas grand public non plus. Enfin, voilà. Donc... oui, évidemment que ça a attiré l'attention de certains médias.
Et en même temps, c'est pas ça qui a fait vendre le bouquin. Non, c'est ça. Mais en même temps, ça met le ton un peu parce que quand je regardais un peu ton parcours médiatique, très jeune, je sais pas si quand celui-là est paru, on va commencer par ça, quand celui-là est paru, La réception médiatique, jeune fille de 17 ans qui écrit un polar assez violent. Ouais. Ce texte est assez violent. Comment toi, t'étais dans ce milieu littéraire des fins des années 90, début 2000, on se ramène, là, on est dans... Bec BD très, très fort. Il y a toute une ambiance... Despentes est là. Alors, Despentes, elle est pas... Ouais, elle commence un peu. Mais on sent qu'il y a comme des jeunes Français qui essayent un peu de bouger l'establishment littéraire. Donc... Mais moi, là, je suis dans une collection de polars. Donc, c'est ça la différence. Déjà. C'est que ce livre-là, il est paru dans une collection noire. Donc, moi, je suis au lycée, je suis en prépa, en fait, et je passe mes week-ends à faire des salons de polar en France, comme en Belgique, en Suisse. Et puis, je suis avec des gens qui sont des 68 arts, genre Jean-Bernard Pouy, machin, et qui me regardent un peu comme... La sensation. Ouais, la sensation du moment, mais en même temps, tu vois, je me souviens que Pouy, il parlait de moi à mes éditeurs à la 3e personne, alors que j'étais là... Fred Vargas était vraiment très désagréable dans le salon de polar où on était côte à côte. Enfin, tu vois, je veux dire, j'étais vraiment la petite fille qu'on se demandait pourquoi. Ce que je foutais là, quoi. Ouais. Et bon, non, mais ce que je peux comprendre aussi, parce que t'as une fille de 18 ans qui débarque, qui a rien fait et qui, ça, tu vois, ça énerve un peu les gens, quoi, de se dire, est-ce qu'elle est légitime d'être là, est-ce que c'est Bon, en même temps, le bouquin, tu vois, le fait qu'il soit réédité en 2017, je me suis dit, il tient encore, même si, je veux dire, c'est un polar, c'est pas quelque chose qui a une prétention intellectuelle, quoi, mais je trouve qu'il tient. Faut le dire, t'as le sens de la formule, de toute façon. J'ai mis plein de post-it partout, c'est parce qu'il y a des citations, je veux te lire. T'as vraiment le sens de la formule, on le remarque. Puis dans ce roman-là, qui est vraiment, je pense que tu l'as fait dire souvent, même pendant la promo au Québec, cinématographique, de toute façon, tu y fais vraiment allusion. Ou une scène aussi qui m'est pas fraîche en mémoire, mais où le fameux réalisateur demande à son actrice de mourir pour sa caméra. Oui, mais c'était déjà des histoires de création collective. Et moi, je vivais là-dedans. Je vivais dans un théâtre où il y avait des rapports de force entre les acteurs, les actrices, les metteurs en scène, etc. J'ai réécrit dessus après un roman qui s'appelle La méthode Stanislavski, c'est ça. Un autre polar. Je voulais en venir à ça, oui. Donc, et puis je vivais, je te dis, j'ai étudié le cinéma, donc j'avais fait mon premier festival de Cannes comme cinéphile où j'avais vu 3-4 films par jour. Tu étais observatrice, donc, dans ce livre-là, observatrice de ce que tu avais vu dans le monde du cinéma puis du théâtre, avec la méthode Stanislavski, que je n'ai pas lu, mais j'ai lu la vraie méthode, par contre. Donc là, tu joues avec les codes du théâtre, beaucoup, où tu infliges... C'est un polar aussi. Oui, c'est un polar, et puis qui se passe à Rome, à la Villa Médicis, où j'ai passé un an après. Qui est aussi sur si tu veux, les dangers de la création et la frontière entre la vie, la création, et puis cette espèce d'ironie où la création, en fait, te renvoie toujours un miroir un peu de déformant. Parce que ce qu'on peut comprendre aussi, c'est à la lumière de ton vécu, c'est que peut-être cette petite troupe de théâtre-là utilisait beaucoup cette méthode Stanislavski à la maison. Donc, tu l'as vu. Tu as vu les artistes travailler cette méthode-là, puis voir les effets positifs, mais aussi les effets négatifs, j'imagine. Je l'ai fait moi-même, c'est-à-dire que j'ai quand même suivi les cours de mon père jusqu'à presque 12 ans. J'ai joué dans plusieurs pièces et je sais pas, le fait de pleurer de vraies larmes, par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai expérimenté. Si tu veux. Après, moi, quand j'ai fait ma crise d'ado, je suis partie en disant non, je suis Mais ça laisse pas... Parce que quand on demande à un jeune enfant... Ce que je comprends, c'est que tu étais une jeune actrice. Donc, on demande à un enfant de s'infliger une émotion négative.
C'est pas se l'infliger, c'est essayer d'aller chercher quelque chose en soi qui existe déjà pour le réactualiser. Je me souviens un exercice que m'avait fait faire mon père au cours des adultes à l'époque, qui était de raconter la mort de mon chat. Et je pense que je pense que tout le monde était en larmes à la fin, et moi y compris. Mais c'est un niveau de traumatisme qui peut entrer quand tu joues avec ça chez un enfant. C'est le danger. C'est le danger, ouais. Même chez les adultes, de toute façon. Oui, de toute façon, il faut être d'accord et il faut avoir envie d'aller faire ça. Une question de consentement, effectivement, là-dedans. Mais ça m'amène, là, je vais aller, parce que je veux prendre la balle au bon, à ton intensité, chère Claire, parce que on en parle dans tes livres beaucoup, où j'ai lu, je pense que c'est dans... Ce désir me point dont tu parles de ton intensité, donc tu aimais... Là, je veux le lire parce que ça me rejoint vraiment beaucoup, puis je fais un parallèle parce que quand on s'abandonne à la méthode Stanislavski, ça nous prend cette hypersensibilité-là, ça prend une ouverture vraiment et une brèche dans l'intensité, sinon j'ai l'impression qu'on se laisse pas porté par cette méthode-là. Puis dans Ce désir me point, ton dernier livre qui parle de ces moments de désir perdu, oublié ou même rattrapé que tu as vécu dans tes années de célibat, tu parles de l'intensité, puis ça m'a tellement touchée. Alors, je te cite. Ici, au Québec, intense n'est pas un compliment. Sont intenses les fous, les arrogants, les susceptibles, ceux qui disent, ceux qui le pensent. Sont intenses les névrosés, les hystériques, intenses qui rient trop fort, intenses parlent trop fort. Intense et quelquefois sexiste et souvent condescendant. Intense et pénible, high maintenance, colérique, monte dans les tours, parle des sentiments et des choses personnelles qui seraient préférables de garder pour soi. Intense n'est pas convenable, pas très pudique, un peu gênant, mais intense n'est pas gêné. C'est tout moi. Moi, je me suis reconnue beaucoup là-dedans dans cette façon que tu glorifies l'intensité. C'est ce que je ressens, malgré on sent beaucoup quand on est intense, quand on vit ses émotions, on sent beaucoup le regard des autres. Il faut arriver à le sublimer. Est-ce qu'on arrive à sublimer son intensité à travers la littérature même peut-être? C'est l'idée de l'art. Hein. De toute façon, c'est d'en faire quelque chose de ça. Parce qu'effectivement, les fous, enfin ceux qu'on appelle les fous, c'est ceux qui ne savent pas se comporter en société. L'art, il est là pour canaliser cette intensité, cette énergie et en faire quelque chose qui soit beau, qui soit montrable, dont on puisse être fier au lieu d'en avoir honte, quoi. Ouais. Ouais. Et tu as senti ce changement, parce que là, tu évoques le fait qu'au Québec, c'est quelque chose de négatif. Donc, en Europe... quelque chose de... Oui, ça, c'est culturellement. On pourrait parler des différences culturelles pendant des heures. Avant de vivre au Québec, j'ai vécu en Italie, puis en République tchèque. Et c'est vrai qu'il y a des façons un peu différentes, des pudeurs un peu différentes. Et par exemple, je trouve qu'ici, on peut beaucoup plus parler de sexe et moins d'émotions, peut-être. Comme si, finalement, c'était plus acceptable. Oui. Alors qu'en France, être névrosé, c'est beaucoup plus acceptable. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est comme si on avait une plus grande familiarité. Une histoire, en tout cas, une plus grande histoire. Ouais. Mais ce livre, Ce désir me point, est-ce que, parce que tu parles, tu as fait aussi beaucoup de promotions, pour ça a été un très, très grand succès quand même à l'automne, pas à l'automne, à la saison dernière, je pense, que tu l'as sorti. On t'a parlé beaucoup en fait... Je me suis pris une note parce que j'ai trouvé que ton rapport à la critique, j'ai envie de te glisser là-dessus avec ce livre-là, parce que j'ai entendu un exercice que tu as fait à l'émission de Marie-Louise Arsenault avec Nicolas Mavrikakis et Brigitte Poupard, deux personnes que j'admire énormément, mais qui qui n'ont pas été très, très élogieux, si je peux dire ça. Je cherche le terme exact. J'ai trouvé ça particulier. Je trouve que tu es une bonne joueuse. Tu acceptes souvent cet exercice-là. Tu l'as accepté quelquefois dans ton parcours. J'ai pas eu le choix. Hein.
Ouais. Bah oui, je veux dire, c'est jamais toi qui vas chercher ce genre d'échange. On te le propose, tu joues le jeu parce que le but, c'est qu'on parle de ton bouquin. Ouais. Alors, comment on se sent quand on est confronté à ça? C'est toujours très désagréable. Ouais. Non, puis surtout, en réalité, là, la frustration que j'avais, c'était plutôt que j'ai l'impression qu'on n'était pas allé au bout de la lecture, quoi. Et je pense que on aurait eu des choses à dire beaucoup plus intéressantes sur le chapitre 4, par exemple, si on était allé jusqu'au bout du chapitre 4. Ouais. Mais bon, voilà. Chapitre 4, attends, je vais aller chercher, on va en parler, tu sais. Et puis qu'on me ramène toujours au fait que je suis française, en fait, c'est assez pénible parce que bah oui, je suis française, là j'y peux rien, tu sais, je veux dire, même quand j'aurai la citoyenneté, je serai toujours française, mais parce que ça s'entend à ma voix, parce que ça se lit dans mes mots, mais ça fait quand même 13 ans que j'habite ici. Ouais. Et bon, bah concrètement, dans ce livre-là, il y a 2 pages sur le fait sur cette différence culturelle dont on parlait à l'instant. Oui. Bon. Après, oui, qui est beaucoup plus que ça, mais en fait, je pense que le désir, il va au-delà des différences culturelles, et puis que ce livre-là, il va vraiment au-delà aussi. Absolument, je suis tout à fait d'accord, mais je voulais te redonner la réplique parce que c'est un exercice qui m'apparaît assez difficile à faire. Je trouve que tu t'en es sorti plutôt élégamment, avec beaucoup d'humour, je dois dire. Mais tu as eu le même, je l'ai pas avec moi, Barbe Bleue. Oui, je l'ai ici, le Crépuscule de Barbe Bleue, c'est arrivé, même chose en France, hein, tu te rappelles? Alors honnêtement, c'était pas tellement sur le Crépuscule, c'était vraiment sur Viande que c'était Viande, j'en ai beaucoup mangé des choses. Mais le Crépuscule, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée le défendre à Tout le monde en parle. Parce que précisément, j'avais pas été défendre Viande, parce qu'à l'époque, avec mon attaché de presse, on m'avait refusé. Ah oui, parce que, attends, Viande, c'est ton deuxième roman. Voilà, Viande, c'est mon deuxième roman. Puis c'est lui qui a vraiment créé beaucoup de polémiques à sa sortie. Oui, puis on va en parler. Moi, j'ai fait certains liens même avec... C'est pour ça que je te parlais d'une certaine littérature tout à l'heure, parce que on est en quelle année à Viande, j'ai les 98. Donc, moi, j'ai fait un parallèle avec Nelly Arcan. Même dans sa burqa de chair, dans son corps qui est lourd. Tu dis quelque chose comme « ça allait mieux, je n'en profitais pas, je m'étais habituée à la douleur. Puis, quand mon ventre se tait, je sens l'absence de Timothée redoutable, mais que plus que la douleur me font des cellules, les seules, que j'ai réussi à conserver en les ingérant. » Tu parles d'une... quand je vais le dire, quand je chie, je le sens qui part. Les gens dans l'hôpital aussi me délaissent. Je ne suis pas assez malade pour eux. Là. Donc, c'est une femme, si je me rappelle, qui a perdu son conjoint. Mm-hmm. Mais tu parles de son corps. C'est violent même, de la façon dont tu parles. Comment tu as écrit ça? Tu avais 19 ans, 18 ans à cette époque-là? Oui, j'avais 19 ans quand je l'ai écrit, 20 ans quand je l'ai sorti. Mais en pleine transformation de jeune femme à adulte? C'est vraiment un roman de fin d'adolescence. Et c'est un roman qui est... Comme c'est le premier qui est sorti chez Grasset et qui est sorti en septembre et qui a été très mis en avant, j'ai vraiment eu un accueil critique très, très violent. Là, je viens de d'écrire un article pour un collectif sur le féminisme et autofiction où j'ai exhumé mon dossier de presse de l'époque. Et c'est vraiment extrêmement sexiste en réalité. Oui. Mais à l'époque, on ne pouvait pas... Non, on n'était pas dans les mêmes époques. Ça ne se faisait pas de revendiquer, tu vois. J'aurais pas aimé me victimiser, même à l'époque, de dire oui, c'est parce que je suis une femme que vous dites ça. Enfin, c'était pas recevable comme argument. Ouais. Et donc, bah, tu encaisses, quoi. Tu te fais dire que oui, tu sais pas écrire, que tu... Ah, c'est allé jusque-là, oui, quoi. Oui, c'est comme si on voulait couper la facilité de ton succès, comme un peu Farret. C'était un coup médiatique, c'était... c'est Philippe Solers qui disait « Au bout de 12 mots, elle est à genoux ». C'était à force d'écarter les jambes, la littérature va se faire mal. Oui, en fait, c'est beaucoup d'hommes qui t'ont critiqué. Beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Okay. J'ai eu un article extrêmement sexiste dans le Elle français de l'époque qui disait ces filles collectionnent les coups comme d'autres les papillons.
Ça, c'était du slut-shaming, alors que moi, j'avais une vie tout à fait rangée. J'étais en couple, voilà. Mais j'avais écrit un livre, il y avait beaucoup le mot chat, le mot bite, il y avait même le mot bite petit bourgeois, il y avait... voilà, bref, c'était un roman très cru, mais en même temps qui était une tentative de parler de... c'est l'histoire d'une femme à qui pousse un pénis. C'était vraiment une tentative de parler de cette objectification de la femme, quoi, que je ressentais très violemment à mes 19 ans. Bon... Et j'ai dû m'en justifier et le payer très cher ensuite pendant longtemps, probablement encore aujourd'hui. Mais je dois t'avouer que je t'ai trouvée, parce qu'évidemment, j'ai consulté des entrevues que tu as données, notamment cette fameuse entrevue. C'était pour Viande, donc, tu me dis, à Ardisson. Alors non, justement, Ardisson, en fait, il voulait m'inviter pour Viande et mon attaché de presse n'a pas voulu parce que j'étais trop fragile. Voilà. Elle a bien fait, peut-être? Oui, je venais de perdre ma grand-mère, j'avais passé l'été à pleurer. Là, j'étais hyper exposée. Elle m'a dit, si c'est pour que tu t'effondres en larmes sur le plateau, tu vas tout. Qu'est-ce qu'ils sont durs? Donc, je suis pas allée. Et j'y suis allée 2 ans plus tard pour défendre le crépuscule de Barbe Bleue. Mais on n'a parlé que de Viande 2 ans plus tard. Oui, au final, en fait, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup d'opposition entre la femme et l'homme. Je comprends mieux ton désir de pas trop prendre position. Hein. On est encore dans une période où le féminisme n'a pas vraiment sa voix. Donc, t'accuses les coups avec charme, je dirais. Mais avec aussi, et là, c'est là que tu réussis, je pense, à faire tourner l'entrevue quand il te fait une petite entrevue rapide, où il te pose plein de questions. Et là, tu sors les références du haut de tes 20 ans, tu sais tous les auteurs. Et je vois les mecs scotchés à côté qui font « Oh, finalement, la petite, elle est pas mal. » Ça, pour moi, c'est là j'ai vu, tu sais, parce que quand on te côtoie un peu dans les salons, tout ça, on voit toujours la femme un peu timide, derrière ses bouquins, ses cheveux longs, tout ça. Mais là, on voyait vraiment une jeune femme qui se disait « Hey, tu m'auras pas, mec. » Je vais t'avoir, tu sais, tu vas pas et en même temps, je veux dire, c'est vrai que je suis un peu, si tu regardes, c'était à Tout le monde en parle, c'était, je pense, 2 ans avant Nelly Arcan, probablement, avec l'entrevue d'Ardisson avec Nelly Arcan est tellement dégueulasse aussi, mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui encore, quand tu tapes mon nom sur YouTube, tu tombes là-dessus. Mais tu t'en sors. En fait, c'est toi la gagnante. C'est ce qu'on remarque avec le temps qui passe. Mais sur le moment, c'est quand même vachement dur parce qu'en plus, ils ont le montage pour eux. Donc, ils me font dire des choses que j'ai pas forcément dites dans le contexte. Et puis, ça fait 5 semaines que je suis déprogrammée de l'émission et qu'ils me réinvitent finalement. À la dernière minute. En payant la classe à faire pour se faire pardonner. Mais parce que, en fait, 2 semaines avant, je suis montée à Paris et je suis arrivée à l'aéroport et l'assistante de presse m'a dit « Je suis désolée. » Que pour ça? T'étais venue que pour ça? Ben oui. Et puis, ils t'avaient annulé? Ben oui. Donc, mais ça, je veux dire, c'est la vie normale de la télé française. D'un auteur qui essaye de passer à la télé. Hein, je veux dire, surtout quand t'es pas le Clésio, Modiano, quoi. Hein, tu te fais annuler constamment. Donc, qui vient de Nice. Donc, finalement, c'est une chance que tu aies eu accès à ces grands plateaux. Oui, c'est une chance, évidemment. Je veux dire, tu peux pas refuser. Enfin, moi, je considère que tu passes 3 ans de ta vie à écrire un bouquin, ou même un seul an de ta vie à écrire un bouquin. La moindre des choses, c'est de faire le boulot, d'aller en faire la promotion pour essayer qu'il rencontre des lecteurs. Donc, encore aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis et je trouve que j'ai beaucoup de chance de trouver un lectorat. Quand ce désir me pointe, là, j'ai eu beaucoup de chance cette année. J'ai eu plein de gens qui m'ont lu, qui m'ont écrit, qui en ont parlé sur les réseaux et tout. Je veux dire, c'est un privilège. Donc, évidemment, de temps en temps, tu te prends des remarques de quelqu'un qui n'a pas aimé. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. C'est le jeu. Mais en tout cas, tu réagis toujours très, très bien, très,
très honorablement à ce genre de questions-là. Surtout, en plus, pour Barbe Bleue, pour le crépuscule de Barbe Bleue, j'ai aussi vu cet exercice que un critique littéraire te fait live et puis tu mets pause dans le et tu commentes l'entrevue. Il y a toutes sortes d'émissions de télé dans les années 2000 à 2000. Des petits concepts un peu bizarres. Qui ont essayé de créer des clashs avec des auteurs pour, en fait, faire buzzer un peu la littérature, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on a plein d'émissions comme ça, mais il y en a qui ne sont pas en ligne, mais auxquelles j'ai participé. Il y en avait une sur Paris Première où les gens parlaient de ton bouquin, ils ne savaient pas si tu étais en coulisses ou pas. Et puis, t'arrivais ensuite. Coucou, c'est moi. J'ai entendu ce que vous avez dit. Enfin, quel malaise. Et ça, c'est vraiment typique de ce qu'on sert au littéraire pour essayer de créer de l'intérêt autour de la littérature parce qu'elle est en déficit d'intérêt, soi-disant. Oui. Voilà. Donc, non seulement tu n'as pas de pouvoir économique de dire non, merci, voilà. Mais en plus, on t'invite, donc t'es bien content déjà, tu dis merci. Et puis éventuellement, c'est un peu humiliant quelquefois. Je me souviens à l'époque, c'était Michel Field qui m'avait dit merci d'être venu jouer à ce jeu de con avec nous. Ah même eux, ils n'en peuvent plus. Bien sûr, mais ils le savent, ils le savent très bien. Il me le dit avec un grand sourire. Et puis c'était quelqu'un qui m'a invité plusieurs fois, donc j'étais... Oui, merci d'avoir pensé à moi pour jouer à ce jeu de con. On a peur de parler de la littérature pour vrai, en fait. C'est comme si ça prend un petit gadget à côté pour le rendre sympathique, alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui lisaient, même au Québec. Les ventes ne sont pas toujours là, mais on sent quand même que le milieu est fébrile et qu'il y a des choses qui bougent, tu sais. Donc, oui, c'est pas nécessaire. On peut parler d'une démarche aussi. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de paresse, sans doute, parce que on va pas nécessairement creuser dans l'œuvre de l'auteur. On lit un bouquin rapidement, on l'inscrit pas dans une démarche. On fait la même chose en théâtre, beaucoup. On n'inscrit pas dans la démarche et à mon avis, c'est un grand manque parce que on va retrouver des lecteurs qui vont, sur le coup, aller acheter un roman très populaire, mais qui finalement... rentrent pas vraiment dans leur goût parce qu'il y a une démarche d'auteur qu'on ignore. Oui, souvent. Et puis parfois, quand tu as un grand succès, c'est un succès de malentendu, souvent, parce que les gens ont cru que... ont perçu quelque chose de toi ou même de ton discours ou de ta personnalité. En fait, c'est ça qui fait vendre, finalement, c'est ta personnalité. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est la personnalité qui fait vendre. Alors, je me ramène à tes romans. On est rendu au crépuscule Barbe Bleue. Tu as quel âge à cette époque-là? 20 ans? Alors, le crépuscule, je l'ai écrit à la Villa Médicis à Rome. T'as eu une bourse pour aller là? Ou oui, la Villa Médicis, en fait, c'est l'Académie de France à Rome. C'est la plus grosse résidence d'écriture que je puisse avoir en France. T'es accueilli comme pensionnaire pendant 1 an. Wow. Et t'es salarié. Que pour écrire. Et là, pour moi, c'était un rêve parce que je touchais plus que mes 2 parents réunis. Oui. J'étais comme une petite fille dans un château, quoi. À 22 ans, payée pour travailler dans un château à écrire toute la journée. À 20 ans, j'ai passé 1 an comme ça. Et donc... Qu'est-ce que tu faisais de tes journées là-bas? Je visitais Rome. Je regardais par ma fenêtre où j'avais la plus belle vue du monde avec tous les clochers de Rome. Et j'écrivais 4 heures par jour pour justifier ma bourse, pour me dire à moi-même, t'es pas là pour rien, et oui, tu as... Mais 4 heures par jour, c'est quand même demandant, là. Ouais, mais bon, en même temps, t'as que ça à faire. Je veux dire, c'est le luxe, hein. Tu sais, moi, je viens quand même d'un milieu pas riche, là. Ma maman était institutrice. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était vraiment... C'était mon rêve de petite fille, quoi, d'être à la Villa Médicis à écrire des bouquins. Comment t'as obtenu? C'est un appel? Ouais, c'est un appel annuel, en fait. Tu as 20 pensionnaires par an qui sont retenus dans diverses disciplines. Donc, tu as un cinéaste, des musiciens, des peintres. Vous faites des ateliers ensemble ou tout le monde est là pour sa propre création? Chacun est là pour sa propre création, mais on peut manger ensemble, sortir, faire des expos ensemble, organiser des projets ensemble, etc.
Non, c'était super. Et donc, c'est là un peu peut-être que tu as appris un métier. Est-ce que tu as appris ton métier à ce moment-là? Parce que le fait d'avoir une rigueur, de s'installer et d'écrire... Oui, en même temps, c'était un peu vertigineux parce que t'es tout seul. Moi, à 20 ans, tu sais, t'es petit. Hein. Donc, c'était la première fois que je quittais ma maman, que j'allais vivre toute seule dans une grande ville. C'est incroyable. Excuse-moi, j'en reviens pas. 22 ans. 20 ans. Exactement. Ah, quand celui-là est paru. Oui, alors, tu as 20 ans, tu as déjà 2 livres sur la cravate, puis tu t'en vas. Oui, non, mais je corrige parce qu'à l'époque, j'étais la plus jeune. Ben oui, c'est sûr. De l'histoire du truc, donc, qui a 3 siècles. Donc, c'était un gros, tu vois, comme une espèce de responsabilité de dire, OK, il faut que tu sois à la hauteur des grands, là. Ouais. Enfin, j'ai toujours vécu entourée d'adultes. Hein, donc, mais là, j'étais vraiment... Voilà, pour la première fois, il fallait que je fasse mes preuves hors du nid. Et est-ce que tu continuais tes études parallèlement à ça ou tu avais décidé vraiment que ta carrière... Parce que là, 1 an, un salarié, tu n'as pas le goût de... Alors, en fait, je suis restée inscrite à l'université, mais évidemment, je n'ai pas passé mes examens. Et puis, j'y suis retournée l'année d'après comme une bonne... étudiante. Tu as fini? J'ai fini parce que je suis allée jusqu'au doctorat après. Donc, voilà. Et là, j'étais en licence et j'ai passé ma licence avec 1 an de retard. Et ton parcours d'étudiante, ça ressemble à quoi? Tu as étudié la littérature directe? Ouais. Ah ouais. Alors, j'ai hésité un peu quand j'étais en prépa parce que d'abord, j'aurais aimé faire une grande école du cinéma. Je n'ai pas été prise à la prépa cinéma qui était à l'autre bout de la France. Et puis, pour moi, c'était pas super cool de partir. Puis, on n'avait pas forcément les moyens aussi de me payer un appart, une chambre, etc. Donc, voilà, je suis allée faire une prépa de base. Et là, c'était quand même très dur. Puis, j'avais pas envie de faire les grandes écoles. Donc, je suis partie... je me suis demandé si j'allais faire de la philo. J'ai fait une double année philo-lettres et puis après, je suis retournée vers la littérature à l'université où je voulais pas être prof, mais c'était la seule chose qui m'intéressait vraiment. En fait, c'était d'étudier la littérature et puis ça me semblait à ma portée, en fait. Donc, j'ai continué. Voilà. Oui. Mais à ce moment-là, tu étais complètement dans l'écriture. Tu étudiais aussi parallèlement, j'imagine. Mais c'est pas cette année-là. Oui, cette année-là, tu as pris congé. Et puis, les bouquins, mine de rien, m'ont payé mes études. Parce que, voilà, en revenant de Rome, j'ai arrêté de vivre avec ma maman parce que j'avais mis de l'argent de côté et que j'avais de temps en temps un avaloir de Grasset qui me permettait de... C'est un parcours incroyable. J'en suis même... On est à ton 3e livre, t'imagines? C'est incroyable. Non, accélérant. Oui, accélérant, mais c'est surtout que je veux faire valoir que ton parcours est remarquable. Je veux dire, c'est un film, déjà. Oui, mais c'est un parcours très accidenté aussi, hein, je veux dire. Parce que, voilà, je suis quand même partie dans divers endroits. J'ai quitté mon pays plusieurs fois et j'ai jamais vécu à Paris. Il y a 1000 vies en toi, là. Il y a 1000 vies en toi, oui. Tu as tant de choses à raconter. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as raconté. J'ai entendu dans une entrevue où tu disais que tu parlais de... C'était un bout d'entrevue que j'ai attrapé où tu parlais de nuit de 2012 où tu avais vu une manifestation à Montréal, des carrés rouges à l'époque, où tu avais vu vraiment une grosse arrestation massive. Et tu disais un jour, je vais écrire sur cette nuit-là qui m'a vraiment imprégnée. As-tu pu le faire, ce texte? Je crois pas que je l'ai fait, non. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché un peu. Mais je me suis dit, peut-être que je le vois pas aussi clairement. On l'a peut-être évoqué. Il y a un moment où effectivement, j'avais envie de parler du printemps de 2012 et puis je l'ai pas fait parce que je me sentais pas légitime forcément. Moi, j'avais pas encore ma résidence permanente. C'était mon premier printemps à Montréal. Et je me retrouvais en mai 68, quoi. Ben oui. Et donc, j'allais manifester avec mes collègues et mes étudiants dans la journée, mais le soir, j'y allais pas parce que j'avais peur de me faire arrêter. Ah ouais. Parce que si je me faisais arrêter, je pouvais être expulsée. Donc, ça a réveillé, j'imagine, certains traumas, parce que mai 68, tu l'as connu d'une certaine façon, j'imagine, dans ton entourage. Parents, mais moi, j'étais pas née en mai 68. Non, j'imagine bien, mais je veux dire, ton entourage, ta famille... Ouais, mais c'était pas traumatique, c'était plutôt Enfin, mes parents étaient ensemble, là, en 68, c'était le début de leur histoire.
c'était plutôt des bons souvenirs, je crois, pour eux. Oui. En fait, j'espère que tu l'écriras un jour parce que je trouvais ça intéressant, ta perception. Puis en fait, c'est une conférence que tu donnes. Ça se trouve assez facilement sur Google. De laquelle tu Puis parles. j'ai vraiment... je te sentais... imprégnée de cette nuit. Mais c'était parce qu'en fait, cette conférence, je l'ai donnée à la mer à boire. Et c'est donc c'était une brasserie où on s'est caché, en fait, le soir. Je pense que c'était le 22 ou 23 mai 2012. On s'est caché jusqu'à 3h30 du matin parce qu'il y avait... l'escouade anti-émeute dans la rue qui reculait, qui était forcée de reculer par la manif des casseroles. Ah, ça, c'était très impressionnant pour moi, ouais. Oui, j'imagine. Puis à ce moment-là, toi, donc, t'es arrivée, ça faisait quelques mois que t'étais à Montréal. Parce que t'es arrivée à Montréal, on fait un saut dans le temps. Oui. Tu publies le Crépuscule, c'est en 2002. Moi, il y a quelques livres entre ces périodes-là que j'ai pas lus. Et donc, je me promets de lire surtout la méthode Stanislavski qu'on a parlé, parce que d'abord, j'ai lu, jeune étudiante, parce que j'ai étudié en théâtre. Moi, je me suis fait mettre à la porte rapidement. J'étais pas une bonne étudiante. Mais oui, donc on sent aussi ce travail du théâtre et du cinéma dans tes romans. Donc, j'ai pas ces titres-là. Il y avait Matricule chez Grasset, il y a Passerelle, et il y a la méthode de Stanislavski en 2006. Puis, un autre petit livre dont tu m'as parlé tantôt hors podcast, le Photo biographie, qui était un livre de photos avec de la poésie, c'est ça? Non, c'était pas de la poésie, c'était vraiment comme des instantanés. Il y avait 44 photos et 44 textes en face que j'avais écrit avec mon conjoint de l'époque, qui s'appelle Jérôme Monetto. D'accord. Et là, arrive en 2009, donc on est un peu avant ton départ pour Montréal. Ah ben là, en 2009, je suis à Prague. Ah oui, c'est ça. Ben oui, parce que L'écorché vive raconte un peu, si je me trompe, c'est celui-là. Alors non, ça parle pas de Prague, non, c'est le suivant qui parle de Prague, mais par contre, il est sorti quand j'y étais. Ouais. Voilà. Ben c'est ça, c'est que puis c'est pas pour rien, je pense qu'on te parle souvent d'autofiction, puis de ton rapport à l'autofiction, puis de comment tu dois toujours rectifier ce que c'est l'autofiction, parce que, je veux dire, on te voit à travers tes livres, assurément, tu prends des moments de ta vie, tu prends même parfois les noms, les lieux, les événements, mais tu le dis toujours, même parfois tu mets des avertissements au début, je sais pas si c'est avec lui, tout est... C'est dans Bermude, je pense. Oui, dans Bermude. Attends, je vais me permettre de le regarder puis de le lire parce que j'ai trouvé ça très, très marrant parce que je me suis dit, ça fait taire un peu ces questions. Certains personnages de ce roman sont réels, d'autres sont inventés. Quelques-uns ne sont ni un ni l'autre. Quelques-uns ne sont ni un ni l'autre. D'autres encore sont réels, mais apparaissent ici dans des situations inventées. Ça te décrit tellement bien, puis ça met un point final à la fameuse question. C'est-tu de l'autofiction? C'est à quoi tu t'es beaucoup défendu à travers parce que à l'université, je travaille aussi sur l'autofiction, la vraie autofiction, là, et puis je sais que c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je me sens toujours obligée de rectifier. Exact, oui. Mais c'est vrai que dans Bermude, c'est particulier parce qu'en plus, Bermude, il est adossé à un film documentaire dans lequel il y a des vrais gens et qui apparaissent aussi dans le livre. Ouais. Et donc, j'étais obligée de prendre cette précaution-là. Ouais. Ben, c'est quand même drôle parce que moi, j'ai senti que c'était peut-être, à certains égards, je te connais très peu aussi, peut-être le plus loin de toi, dans le sens où je retrouvais pas cette jeune fille, la sens torturée, amoureuse. C'est une femme qui va à la rencontre d'une écrivaine sur les Anticosti. Donc, et il y a tout un jeu d'amour aussi. Donc, on sent ce questionnement amoureux que tu as. Mais il y a vraiment un regard sur le territoire. Peut-être que c'est plus là où ça te rejoint, je trouve, l'espace, l'idée du vide quand tu es toi-même allé là-bas pour faire ce triptyque-là. Puis, en même temps, Bermude, pour moi, c'est aussi tout toi, c'est-à-dire une artiste à part entière dans toutes les sphères, en cinéma, documentaire de ce croix-ci, en littérature, en théâtre aussi. Comment tu as abordé tout ça? Est-ce que c'était un projet d'emblée
né Bermude, en fait, c'est né vraiment... D'abord, c'est un projet que j'avais depuis 2003, mais qui était évidemment très différent à l'origine. Et puis, tu sais, en tant qu'universitaire, là, on doit demander des subventions. Et puis, moi, comme écrivaine, j'ai toujours eu du mal un peu à demander des subventions. D'abord parce que mon père n'en demandait pas des subventions à la mairie de Nice parce que c'était une mairie d'extrême droite. Donc, c'était un peu... voilà. Comme un peu, tu sais, l'intégrité de l'artiste, là. Pour mon papa, c'était quelque chose de... fondamental. Tu n'allais pas flatter un journaliste ou quelqu'un de powerful là, pour qu'il te donne soit de l'argent, soit de la visibilité. Même encore aujourd'hui, maintenant, je me dis, si tu peux remercier quelqu'un qui t'a fait un bon article, Claire, tu peux le faire. Oui, parce que tu sens encore dans le... Non, mais tu vois le truc. Ouais. Et donc, voilà. Donc, Bermude, c'était, il faut que je demande une subvention parce que c'est mon boulot. Et qu'est-ce que je pourrais faire qui nécessite de l'argent ? Tu vois ? Non, t'as coché les cases. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire que je peux pas faire sans argent ? Ouais. Parce que écrire des livres, je peux le faire sans argent, la plupart du temps. Bon, évidemment, s'il faut voyager, voilà. Et puis, étant donné que j'ai un salaire quoi, de prof, donc... Et donc, je me suis dit, un film, je peux pas le faire sans argent. Et tant qu'on y est, du théâtre. Et donc, comme j'avais fait ce voyage en Anticosti où j'avais regretté de ne pas avoir de caméra avec moi parce que les gens étaient incroyables, les paysages étaient incroyables et que moi, ça me parlait beaucoup, j'avais envie d'en faire quelque chose. Voilà, j'ai construit un projet qui était tripartite avec un projet de roman, un projet de film, un projet de théâtre. Et voilà. Donc, c'est vraiment le triptyque qui était... Donc, tu l'as abordé de quelle façon? Par l'image au départ? Ouais, c'est-à-dire qu'on a commencé... Enfin, moi, j'avais commencé à écrire de mon côté, parce que le livre est quand même très différent du film. Et donc, j'avais commencé à écrire l'histoire du livre. Et puis, on est parti tourner avec 3 garçons techniciens... qui m'ont accompagnée. Et puis ensuite, j'ai passé 1 an à monter le film avec une équipe de pros super chouette. Un magnifique documentaire là, qui se rapproche même de... Je vais aller loin dans ma comparaison, mais d'un cinéma de Pierre Perrault, de très... Oui, mais ça, c'est un peu la comparaison facile, mais pour moi, elle est réelle. C'est-à-dire, déjà, on est dans un lieu qu'on ne va pas souvent, auquel on n'a pas accès. On amène une caméra là, on rencontre des personnages. C'est vraiment... Oui. Et puis, tu es entouré d'hommes dans ce film aussi. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens grâce à qui il y a aussi une femme et une petite fille qui sont assez... voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui ont été très généreux avec moi, qui m'ont permis de les filmer, qui m'ont fait confiance. Voilà. Et ça, honnêtement, maintenant, aujourd'hui, quand je revois le film, on peut le voir sur Vimeo. Ouais. Je suis... Enfin, je me dis, mais comment t'as pris le risque d'y aller sans savoir que tous ces gens seraient d'accord, en fait. Ben oui. Parce que t'étais pas du tout... T'es arrivé là avec ta caméra, t'avais pas de plan, t'avais pas de contact? J'avais très peu de contact. J'avais 3 personnes que j'avais rencontrées 3 ans avant, un soir, sur l'île, quoi. Enfin, et puis ça fait un film fantastique, magnifique, très, très visuel aussi, dans les tons de gris-bleu. Non, ça, en plus, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir bosser avec des super techniciens et une super équipe technique, parce que j'ai une amie qui est directrice de post-prod et qui m'a ouvert son carnet d'adresses. Puis est-ce que ça a fait les festivals? Parce que c'est un film d'art. On a fait quelques festivals. Au Québec, en France, à Moncton, un peu ça. Voilà. Puis ton désir d'explorer le territoire, est-ce qu'il revient? Parce que par le territoire, tu reviens toujours à soi? Oui, c'est-à-dire que je suis une immigrée. Donc, il y a un moment où c'était aussi mon effort pour essayer de comprendre où j'étais. C'était ça. Mais je continue. J'ai quand même pas mal voyagé au Québec, au Canada. J'essaye. Canada, pas encore assez à mon goût, mais au Québec, en tout cas, je commence à bien connaître le Québec. Il y a toujours un moment où tu dois faire tes preuves, quoi, que t'es là, t'es ancré là.
Puis là, en ce moment, je travaille vraiment sur un podcast avec des récits d'immigration de gens qui ont fait chacun un parcours de vie complètement différent, mais qui évidemment me rejoint parce que on a des expériences communes, même si moi je suis une privilégiée parce que je suis arrivée ici parce que j'avais un travail, mais le sentiment, la solitude doit être la même. C'est des vies coupées en deux, quoi. T'es toujours obligé de te réinventer, de réinventer ton cercle. Voilà. Ouais. En cette période où les immigrants n'ont pas beaucoup de voix, alors je pense que c'est une belle période pour faire ce type de projet. Évidemment, c'est aussi pour des raisons politiques, ça a du sens pour moi de faire ça. Absolument. Et que ce soit d'ailleurs, et là tu vois, je vais écrire le texte qui va avec ce podcast, je vais l'écrire en France, à la frontière franco-italienne, parce que l'immigration ici et en France, c'est deux choses très différentes. Puis moi, je viens du bord de la Méditerranée, là, et puis ça fait des années que je vois les bateaux s'échouer et les naufrages se multiplier dans cette mer qui est la mienne. Et ça, c'est un truc qui est insupportable. Oui, j'imagine. Donc, c'est une belle façon de leur porter de la lumière. Bravo pour ça. C'est presque fini, puis j'ai pas eu le temps de passer à travers la moitié de ton œuvre. Il faut faire un épisode 2. Je veux brièvement parler... En fait, je veux l'énoncer parce que j'ai l'impression que le nénuphar et l'araignée, c'est peut-être celui où tu bascules un peu plus vers le récit. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Vers le récit et vers l'essai, parce que vraiment, le nénuphar et ce désir me point, pour moi, c'est un diptyque. Oui, je suis contente que tu le dises parce que j'y ai vu quelques parallèles quand même. Ouais. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est comme j'ai l'impression que c'est l'amorce d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle façon d'écrire. C'est la première fois que je fais un livre vraiment autobiographique. Donc là, on est en 2015. Qui se termine... En fait, c'est un tout petit livre vraiment intéressant qui raconte les peurs. Ouais. Ton hypocondrie, j'imagine, aussi. Ouais. Qui se finit aussi sur un... Je veux pas lire parce que je trouve ça trop mignon comment ça se termine avec la projection de nos propres peurs, d'une peur de la fin. Donc, c'est vraiment un très beau petit livre qui se termine vraiment, vraiment bien. Après, on a parlé de Bermude. Nullipare, évidemment. Je pense qu'en fait, on a eu beaucoup parlé de ce livre à sa sortie et même avec ton dernier aussi. Donc, tu as beaucoup de succès. C'est un collectif que tu as dirigé il y a quelques années déjà, je pense. En 2020. 4 ans déjà, qui parle de la non-maternité. Ça, j'aurais aimé beaucoup en parler avec toi, mais bon, on n'a plus le temps, mais c'est un sujet qui me passionne beaucoup. C'est vraiment un livre que j'ai conçu avec des amis IES. Ça se sent, on sent voilà. Et notamment Martine Emmanuelle Lapointe, puisqu'on était toutes les deux, on se disait, il faut qu'on fasse entendre cette voix des femmes qui n'ont pas d'enfants, quelle que soit la raison, que ce soit parce qu'on n'en veut pas ou parce qu'on ne peut pas en avoir. Et de femmes qui n'ont pas enfanté. Et alors, Martine Emmanuelle, depuis, a adopté un petit garçon. Mais je crois que c'était une voix qui était encore trop peu présente en littérature et sur la scène médiatique. Et c'était très important pour nous à l'époque et pour donc, toutes les femmes qui, on est 10 à parler, enfin à écrire dans ce collectif, à porter cette voix-là, à dire oui, on peut être des femmes accomplies et des femmes complètes sans avoir porté d'enfants. Voilà, simplement. Oui, absolument. Tu dis ici, il existe peu de modèles de femmes nulle part. Même durant ces Calamity Janes ont eu des descendants. J'ai de la misère à le dire, nulliparité est une subversion choisie ou subie, un grain de sable dans le mécanisme de l'avenir en train de se faire. C'est si joliment dit. Quand je te dis que tu as le sens du punch chez ça, chaque phrase mérite une deuxième lecture pour en comprendre toute la puissance. C'est ce que j'aime de ton écriture. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur ton deuxième métier qui est celui de professeur à l'université. Tu accompagnes des jeunes dans leur création littéraire. Comment tu vois ça maintenant à l'âge de, tu as quoi, 45 ans, la transmission, je m'excuse de nommer ton âge, mais elle est importante, cette passation. Marie-Louise le fait à chaque fois que je vais à Radio-Canada. Non, mais je rigole. Mais écoute, c'est...
Je crois que ça me fait beaucoup grandir et que c'est très... tu sais, ça fait depuis que j'ai 24 ans maintenant que je suis prof. Donc, ça fait 21 ans que je suis prof. Alors, ça fait que depuis 13 ans que je suis prof à l'Université de Montréal. Mais ça me donne une exigence. Ça me donne cette espèce de... tu sais, ils sont exigeants aussi, les jeunes, là, pour eux et puis pour qui ils ont en face d'eux. Donc, au moins, à mes propres yeux, il faut que j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur. Puis, tu peux pas laisser tomber quelqu'un. Tu vois, là, récemment, j'avais 2 dépôts de mémoire et un dépôt de thèse la semaine dernière. Et puis, j'avais mon ordi qui ramait. Et je me disais, mais non, je peux pas envoyer un mail à un gars qui dépose sa thèse demain en lui disant, je suis désolée, mon ordi rame. Ça sera tu vois. Puis il faut se rappeler que tu es en sabbatique, donc tu réponds la sabbatique, c'est un concept à l'université. En fait, tu t'arrêtes jamais vraiment de travailler. Ouais. Mais là, c'est quelque chose de... Alors, je ne serai jamais maman. Puis vraiment, je ne confonds pas mes étudiants avec mes enfants, là. Vraiment pas. Mais par contre, la responsabilité pour autrui, ça, c'est quelque chose. Je la comprends. Ce désir d'accompagnement, de les voir avoir du succès ou se déployer aussi. C'est un accompagnement super. Qui peut ressembler même à ce que je peux faire comme métier en attaché de presse. Oui, tout à fait. Tu les vois, tu leur donnes du courage finalement pour pouvoir être publiés. Puis parfois, tu leur présentes leur éditeur. Et ça, c'est génial aussi. Ça, tu crées des rencontres finalement. Tu vois, ma plus grande réussite pour ça, c'est Fanny Demeule. Alors, Fanny Demeule était ton étudiante. Et Fanny Demeule a écrit plusieurs romans. Maintenant, elle dirige même une maison d'édition ou une collection. Ouais. Et puis, c'est vraiment quelqu'un que j'ai vu éclore, là, et puis, bon, qui n'a pas eu besoin de moi pour, au-delà de rencontrer son éditeur. Mais j'ai dirigé sa maîtrise. Et vraiment, voilà, c'est... Mais bon, j'ai vu, Kevin Lambert, je l'ai vu dans ma classe pendant 2 ans. C'était quelqu'un de super. Et puis, tu les vois s'inscrire dans la nouvelle lignée des auteurs. Ouais, puis voilà, je sais pas, des gens dont j'ai dirigé la thèse ou même que j'ai juste eu dans mes cours, et puis qui deviennent des écrivains accomplis. Tu peux pas savoir qui va y arriver en premier. Tu peux pas savoir... mais c'est un grand bonheur quand même. Je me souviens au début, tu vois, quand je suis arrivée, je connaissais pas du tout la littérature québécoise. Et je disais, je suis spécialiste de la littérature québécoise des années 2025. Oui. C'est là, c'est demain, là. Ça commence mais à être c'est un peu plus vrai, puisque tu les prépares. C'est ça, parce que je lisais leur manuscrit, et puis je me disais, eux, dans 10 ans... c'est ça. Et qu'est-ce qui les intéresse, les jeunes, en ce moment? Sur quoi ils parlent? Ils parlent d'eux, beaucoup. Ça, la littérature du trauma, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, mais on la voit beaucoup en ce moment. Oui, on est encore là. C'est vrai, oui, on est là. L'idée du transfuge de classe, de ces jeunes qui ont eu On est beaucoup là-dedans aussi. Mais il y a toutes sortes de façons de parler de soi. C'est souvent de littérature fragmentaire. Mais pas que. Non, j'arrive pas à faire un gros sac pour te dire c'est quoi la jeunesse. Parce que c'est vraiment, j'ai des individus en face de moi. Puis et qui écrivent sur leur propre truc, donc c'est tellement intime. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a envie d'être dans l'intimité. C'est probablement davantage une démarche féminine. Mais... Parce qu'on s'inscrit à ton cours, parce qu'on veut suivre le cours de Claire Legendre. Il y a des gens qui s'inscrivent parce que c'est moi, puis d'autres qui savent pas du tout qui je suis quand ils arrivent aussi. Et qu'ils le découvrent après. Voilà. L'immense carrière que tu as eue. Non, elle n'est pas finie. Et pour moi, tu resteras toujours la plus québécoise des autrices françaises. Mais plus que ça, je te considère comme une autrice point, une autrice du monde, parce que tu as voyagé, tu as écrit partout. Mais moi, je suis heureuse que tu fasses partie de ce merveilleux monde de la littérature québécoise, puis que tu puisses enrichir nos jeunes de ta culture et de ton érudition pour revenir à ça. On finit là-dessus. Merci beaucoup de m'accueillir, Myriam. Merci. C'est un plaisir. Merci à toi. Honneur. Au revoir.